Je suis anthropologue et on accuse parfois les anthropologues de passéisme, de se complaire dans la description, voire la célébration de sociétés qui vivent pour l'essentiel dans les interstices de la mondialisation. Et je dois dire que j'ai ressenti comme un agréable paradoxe la demande de Gilles Boeuf de m'exprimer dans ce colloque sur quelque chose qui, à première vue, est très différent de ce à quoi les anthropologues sont réputés s'intéresser, puisque c'est les choix du monde de demain. Alors je m'empresse de dire que je ne suis pas très qualifié pour parler de ces choix, d'autant que, comme la plupart des praticiens des sciences sociales, je répugne à faire des prédictions, lesquelles sont en général très rapidement démenties par les faits. Ce que je peux faire en revanche, c'est proposer quelques réflexions sur les conséquences d'un basculement dans un stade nouveau qu'on a pris l'habitude depuis quelque temps d'appeler l'Anthropocène, réflexion nourrie par le regard éloigné d'un anthropologue qui a passé l'essentiel de sa vie professionnelle à s'intéresser à la façon dont les sociétés les plus diverses interagissaient avec leur environnement. Alors, en quoi consiste ce stade nouveau de l'Anthropocène que j'évoquais à l'instant? On sait que l'anthropisation de la planète a pris un tour décisif dès le début de l'Holocène, et l'on sait à présent que même les écosystèmes des régions qui paraissaient avoir été peu affectés par la présence humaine avant la colonisation européenne, je pense en particulier à l'Amazonie ou à l'Australie, ont été néanmoins transformés en profondeur au cours des derniers millénaires par des techniques d'usage du milieu, je pense en particulier à l'horticulture itinérante sur brûlis et au feu de brousse pour la chasse en Australie, lesquels ont donc profondément transformé ces écosystèmes, même si ces transformations ne sont pas visibles à l'œil nu pour la plupart des gens. Pourtant, au sein de ce mouvement continu d'anthropisation qui a affecté de nombreuses dimensions des environnements, notamment la densité et la distribution des espèces animales et végétales, l'Anthropocène se distingue, au premier chef, par les implications de l'action humaine sur le climat et par l'effet, évidemment, en retour du climat sur les conditions de la vie sur Terre. Tout indique que nous sommes au bord d'une rupture environnementale majeure, dont les conséquences peuvent être envisagées au niveau global, sans que l'on sache très bien encore comment elles vont se traduire localement dans l'inévitable bouleversement des modes d'existence qu'elles vont engendrer. Un mot d'abord pour préciser, s'il était nécessaire, de quoi il s'agit. Je me contenterai de reprendre brièvement ici des conclusions d'un colloque international de climatologie intitulé 4 Degrees and Beyond, qui s'est tenu en septembre 2009 à l'université d'Oxford, à l'initiative de l'Institute of Environmental Change. Sur l'ampleur du réchauffement climatique d'abord, comme le titre du colloque l'indiquait sans ambages, la probabilité d'une augmentation d'au moins 4 degrés de la température moyenne avant la fin du siècle et dans certaines projections bien avant la fin du siècle, une prévision qui était jusqu'alors considérée comme pessimiste dans les scénarios du GIEC, fut jugée comme réaliste par la majorité des participants à cette conférence. La prévision pessimiste consisterait maintenant en une augmentation de 5 à 6 degrés à la fin du siècle. Comme l'ont montré Kevin Anderson et Alice Bowes dans un article de 2008 qui a fait pas mal de bruit, les chances de limiter le réchauffement moyen à 4 degrés à la fin du siècle dépendent de certaines conditions dont rien n'indique qu'elles pourront être respectées. Selon leur modèle, il faudrait pour cela que le pic d'émissions des pays riches se situe en 2015 et que les émissions diminuent ensuite de 3% par an et que le pic d'émissions des pays émergents se situe en 2030 et diminue également à un rythme annuel de 3%. Je vous laisse juge de la probabilité que l'on parvienne à de tels niveaux de réduction
dans les délais mentionnés. En outre, il s'agirait, on le sait, d'un réchauffement moyen, et donc avec des conséquences climatiques très variables selon les lieux. En particulier, la température serait plus élevée sur les continents, avec une augmentation possible de 5 à 6 degrés selon les régions, et plus encore dans les latitudes les plus septentrionales. La conséquence la plus directe sera, on le sait, la fonte progressive des glaces de l'Arctique, de l'Antarctique et des glaciers himalayens, avec une élévation lente mais continue du niveau des mers et la submersion de zones littorales et de nombreuses îles basses. Outre les déplacements massifs de population que la montée des eaux provoquera en provenance des plaines côtières des pays qui n'auront pas les moyens financiers de construire des systèmes de digues nécessairement très coûteux. On a beaucoup d'exemples à l'esprit. Le premier qui vient à l'esprit, c'est le Bangladesh. La baisse drastique du débit des fleuves alimentés par les glaciers himalayens restreindra de façon dramatique l'accès à l'eau de la partie la plus peuplée de l'Asie méridionale. Autre conséquence prévisible, encore plus dramatique celle-là, la fonte du pergélisol de la Sibérie et du nord du Canada, qui libérerait des quantités de méthane très supérieures à celles du dioxyde de carbone déjà présent dans l'atmosphère et qui causerait une augmentation catastrophique de la concentration de gaz à effet de serre. Quant aux conséquences climatiques régionales, elles devraient contribuer à aggraver la situation déjà préoccupante de populations pauvres et marginalisées de la ceinture intertropicale. En effet, si un monde plus chaud en moyenne de 4 degrés sera dans l'ensemble plus humide, il connaîtra aussi des disparités considérables en termes de quantité de précipitations et de taux d'évaporation. Les zones les plus touchées seraient le nord, l'ouest et le sud de l'Afrique, le Proche-Orient, l'Amérique centrale, toute la partie nord-orientale de l'Amérique du Sud à l'est des Andes, c'est-à-dire en fait toute l'Amazonie, avec des précipitations diminuées de moitié à peu près, et un réchauffement pouvant atteindre 5 ou 6 degrés. Dans des régions de forêt équatoriale ombrophile comme l'Amazonie, on peut penser que le cycle délicat de la forêt sera altéré, comme il l'a été par la sécheresse à Bornéo, donnant lieu à des incendies gigantesques qui laisseront derrière eux des déserts rendus stériles par l'augmentation de la radiation solaire sur des sols désormais dépourvus de couverture végétale. Last but not least, du fait de la faible amplitude thermique de la zone tropicale, les organismes de ces régions sont en général moins bien adaptés à des variations de température importantes et ils répondront donc plus mal que les organismes des régions tempérées à un changement climatique accéléré. Bref, pour parler d'une région qui m'est familière, où j'ai passé une partie de ma vie, il y a de fortes chances que le peu d'Amazonie qui n'aura pas été déboisé à la fin du siècle sera ravagé par les incendies et incapable de se régénérer en maintenant le taux actuel de biodiversité. Et que pourrons-nous dire alors aux quelques Amérindiens qui auront survécu dans ce qui sera devenu une savane brûlante et dévastée? Imaginons un moment que l'inverse se produise. Qui saurait décrire notre rage impuissante si nos campagnes étaient ravagées par des envahisseurs cyniques et brutaux, transformant, au nom du progrès, nos terroirs en déserts pollués et impropres à la vie, nos villages en bidonvilles insalubres, nos collines inspirées en champs de dérique. J'arrête ici le cortège des catastrophes probables que nous allons léguer à nos petits-enfants. Que faire alors, puisque c'est la question qu'on m'a posée?
Eh bien, en tant que citoyen d'abord, alerter, alerter, alerter sans cesse l'opinion publique, les responsables politiques sur les risques climatiques, sur l'appauvrissement du monde qui résulte de l'érosion de la biodiversité, qui n'est pas simplement un appauvrissement économique, qui est un appauvrissement de sa diversité en soi, prôner et pratiquer activement et passivement la frugalité énergétique individuelle et collective, cesser de croire aussi que l'exercice de ma liberté de consommer, de me déplacer, de produire, d'aménager, indépendamment de l'empreinte écologique que cela laisse, est plus important que l'intérêt collectif des occupants de la planète. Remettre en cause aussi les paradigmes sur lesquels s'appuie notre modèle de développement, en particulier l'idée absurde d'une croissance économique ininterrompue dans un monde aux ressources finies, et l'absence persistante de la prise en compte des coûts écologiques de production et de transport dans la fixation du prix des marchandises. Tout cela, et bien d'autres choses encore, est à notre portée comme simples habitants de la maison commune. Mais nous sommes également des chercheurs, et c'est pour cela, je pense, qu'on nous a demandé de nous exprimer, et si nous pouvons être utiles, c'est aussi et surtout en tentant de bouleverser notre vision scientifique de la manière dont nous habitons la Terre, en espérant que nos idées pourront se diffuser au-delà des laboratoires et des cercles savants. De ce point de vue, il me semble qu'il faut repenser en profondeur 3 processus centraux, tant dans les relations entre humains que dans les rapports qu'ils entretiennent avec les non-humains: l'adaptation, l'appropriation et la représentation. Je les examinerai tour à tour. J'éprouve depuis longtemps une certaine méfiance vis-à-vis du fonctionnalisme de l'idée d'adaptation, entendue comme une réponse des sociétés à des contraintes environnementales dont la nature et l'expression seraient indépendants des collectifs humains. Mon expérience d'anthropologue de la nature m'a montré au moins 2 choses en la matière. D'une part, que la diversité des comportements humains réputés adaptatifs à un même facteur ou un même facteur limitant est si vaste qu'à peu près toute institution peut être qualifiée d'adaptative. C'est un raisonnement panglossien, bien connu, qui dépouille au fond la notion d'adaptation ainsi conçue de toute pertinence scientifique. D'autre part, que le rapport entre conditions environnementales et activités humaines n'est pas gouverné par un modèle behavioriste de type stimulus-réponse, dans les mesures où les humains participent évidemment de façon active à la production même des facteurs environnementaux qui affectent leur existence et, dans la très grande majorité des cas, sans en être conscients et dans la très longue durée. Pour prendre un exemple qui a beaucoup retenu mon attention au fil des années, la composition floristique de la forêt amazonienne a été profondément transformée au cours des 10 derniers millénaires par les pratiques culturales des Amérindiens, notamment l'horticulture sur brûlis et le fait que l'on transplante des plantes sauvages dans les jardins cultivés, ce qui donc va complètement modifier la distribution des espèces, même si, encore une fois, c'est une chose qui n'est pas visible pour un œil non expert lorsqu'on est parachuté au milieu de l'Amazonie. Et le résultat de cela, c'est qu'il serait absurde de raisonner, ainsi qu'on l'a beaucoup fait, comme si les populations humaines dans cette région avaient dû s'adapter sur les plans sociaux, techniques, culturels, politiques même, à des écosystèmes qui seraient demeurés miraculeusement indemnes de toute influence anthropique. En réalité, et comme c'est le cas pour d'autres organismes, l'adaptation ne s'opère pas uniquement en termes
de sélection des individus génétiquement les plus aptes à vivre dans un environnement donné, elle se réalise aussi par l'instauration progressive de niches favorables à certains modes d'existence. Avec l'Anthropocène, toutefois, la situation change, puisque la coévolution des populations humaines et des organismes non humains subit une double mutation. Ce qui s'était opéré de façon non intentionnelle, dans l'essentiel des cas, et sur une échelle de temps plurimillénaire, nous apparaît soudain, à quelques-uns d'entre nous en tout cas, comme réclamant une action volontariste à mener dans des délais très courts. Le réchauffement climatique devient ainsi une contrainte environnementale majeure à laquelle les sociétés humaines doivent s'adapter sans qu'elles puissent le faire comme elles avaient procédé auparavant, c'est-à-dire en utilisant toute une panoplie de micro-ajustements à effet rétroactif, grâce auxquels ces sociétés avaient progressivement transformé de nombreux environnements, de nombreux écosystèmes de la planète. Il me semble que la géo-ingénierie climatique, notamment celle qui se réfère à la modification du rayonnement solaire, paraît exclue du fait des dangereuses incertitudes dont la plupart des solutions proposées sont porteuses. Il nous faut donc apprendre et propager l'idée qui est au fond encore neuve, que notre destinée ne se résume pas à un face-à-face plus ou moins hostile ou plus ou moins bienveillant entre l'homme et la nature, ainsi que la tradition naturaliste nous avait porté à le croire, mais que cette destinée, elle est entièrement dépendante des milliards d'interactions et de rétroactions par lesquelles nous engendrons au quotidien les conditions environnementales nous permettant d'habiter la Terre. Toute la question de savoir si nous aurons le temps de rendre cette idée acceptable. Passons maintenant à l'appropriation. Grosso modo, depuis le début du mouvement des Enclosures, il y a 6 ou 7 siècles, l'Europe d'abord et le reste du monde ensuite n'ont cessé de transformer en marchandises, appropriées de façon privative, une part toujours croissante de notre milieu de vie. On pourrait penser que la parenthèse communiste est une exception. Il me semble que ce n'est pas le cas, car au fond, la propriété collective des moyens de production telle qu'elle a été conçue en URSS et en Chine ne fut qu'une, me semble-t-il en tout cas, qu'une voie alternative de l'appropriation productive de la nature qui ne remettait pas fondamentalement en cause deux caractéristiques du développement du capitalisme, qui sont d'abord que des valeurs indispensables à la vie pouvaient faire l'objet d'une appropriation, quelque chose de très nouveau dans l'histoire de l'humanité quand même, et d'autre part que ces valeurs devaient au premier chef être envisagées comme des ressources économiques, c'est-à-dire employées dans la production de marchandises. Il est urgent, je pense, de redonner aux communs leur sens premier, non pas tant d'une ressource dont l'exploitation serait ouverte à tous, que d'un milieu partagé dont chacun est comptable. Il est plus urgent encore d'étendre le périmètre des composantes intangibles de ce milieu commun bien au-delà des objets habituels, l'air, l'eau, certains types de ressources, pour y inclure aussi le climat, la connaissance, la santé, la biodiversité ou des environnements non pollués. Ceci implique bien évidemment de bouleverser la notion habituelle d'appropriation comme l'acte par lequel un individu ou un collectif devient titulaire d'un droit d'usus et d'abusus sur une composante du monde, et d'envisager un dispositif dans lequel ce seraient plutôt des écosystèmes
ou des systèmes d'interaction entre humains et non-humains qui seraient porteurs de droits dont les humains ne seraient que des usufruitiers ou, dans certains cas, des garants. Ça suppose, comme vous l'imaginez, une refonte assez importante du droit. Faute de temps, je serai très bref sur le dernier concept à reformuler. Il y en a bien d'autres, bien sûr, mais c'est les trois principaux, à mon sens, celui de représentation. Par représentation, j'entends ici le sens commun de la délégation de responsabilité ou de libre arbitre, permettant à des individus de faire valoir leur point de vue par personne interposée dans la délibération sur les affaires communes. Du fait notamment de la distinction entre les choses ou les biens d'un côté et les personnes de l'autre, héritées du droit romain, cette faculté de représentation n'est accordée à présent de façon directe qu'aux humains. Or, dans l'esprit de ce que je viens de dire sur l'appropriation, il me paraît indispensable que le plus grand nombre possible d'éléments du monde voient leur position, leur point de vue, peut-être pas, puisque pour avoir un point de vue, il faut avoir une situation et la capacité subjective de l'exprimer, mais en tout cas que leur position, leur situation soient représentées, non pas sous la forme où on l'envisage parfois, ou même de plus en plus souvent, de l'extension sélective de droits humains à quelques espèces de non-humains, généralement les grands singes, ce qui ne modifierait en aucune façon le système actuel de l'individualisme possessif, mais là encore, en envisageant que des écosystèmes nécessairement anthropisés et tout ce qui les compose deviennent pleinement des sujets politiques, d'où les humains qui les occupent pourraient dériver des positions politiques, des droits et des avantages, mais aussi, bien évidemment, et peut-être même surtout, des devoirs. Qu'est-ce qui permet de penser que ces propositions ne sont pas complètement utopiques? Eh bien, mon expérience d'anthropologue, justement, et la connaissance de ce que des systèmes cosmologiques et politiques, des droits d'usage, des modes de savoir et des pratiques techniques ont rendu possible, dans d'autres contextes historiques, le genre d'assemblage que je viens d'exposer. Ce n'est pas aussi farfelu que ça en a l'air, puisque dans d'autres régions du monde, encore à l'heure actuelle, des gens procèdent très différemment de nous. Je n'ai pas le temps de détailler ici, évidemment, ces sources d'inspiration, qui ne sont d'ailleurs pas transposables mécaniquement, notamment du fait que, bien évidemment, la révolution des Lumières est passée par là et qu'elle a apporté avec elle des droits attachés à la personne humaine auxquels nous ne saurions pas maintenant renoncer aisément. Ce que permet l'anthropologie, en revanche, ce n'est pas de donner des leçons, des modes de vie, de proposer en modèle des modes de vie alternatifs, c'est d'apporter la preuve que d'autres manières d'habiter le monde, aussi improbables qu'elles puissent paraître vues de notre monde à nous, ont été explorées ailleurs ou jadis, donc de montrer que l'avenir n'est pas un simple prolongement linéaire du présent, l'accouchement de ce qui se passe à l'heure actuelle, qu'il est gros cet avenir de potentialités inouïes dont nous devons imaginer la réalisation afin d'édifier au plus tôt une véritable maison commune avant que l'ancienne ne s'écroule sous l'effet de la dévastation désinvolte auquel certains d'entre nous l'avons soumise. Donc, pour répondre à la question que m'a posée Gilles Boeuf, je dirais de l'imagination, encore de l'imagination. Merci.